et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? L'atelier. Rencontre avec Pierre Hermé, notre chocolatier alsacien à la renommée mondiale. Destination glamour à Cannes, au programme palmier, tapis rouge et surtout nos trouvailles à nous. Focus sur la maison L'Oignon, artisan Chanel au plissé indéplissable. Relève avec Bleu de Paname qui a updaté la célèbre tenue du travailleur, un must-have. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. Un vrai tour du monde en 20 arrondissements, c'est possible et ça se passe évidemment dans notre capitale. Plus besoin de se ruiner en métro et déception pour dénicher son hammam, son café turc ou son shop nippon. Les deux blocs trotteuses de So Many Paris vous servent l'exotisme sur un plateau. Exit les plans Club Med. Paris Forever. Le hangar à bananes, institution nantaise, s'est récemment refait une beauté. 8000 m² d'entrepôts métamorphosés en bar, club, resto ou galerie. Ça fait pas mal de possibilités. En intérieur ou au bord de la Loire, Nantes nous installe et nous prouve encore une fois qu'elle peut renaître de ses cendres et nous, en chill, point à la ligne. La nouvelle BD de Tiffany Cooper dévoile les petits secrets de notre Karl national et explore de son humour joliment décalé son incernable personnalité. Entre dessins pop et punchlines déjà cultes, on découvre un Karl humain, drôle et léger qui va bien finir par toutes nous fasciner. 4 petites scènes de jambes en l'air brodées sur des t-shirts certifiés 100% français, ça n'a l'air de rien, mais c'est du jamais vu. Un jamais vu artisanal sans être boring, coquin sans être cochon, en bref, une formule magique signée Carnet Bolante qui nous livre sa haute collection à domicile. C'est un grand nom de la pâtisserie française que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Pierre Hermé, véritable artiste dans l'âme, nous ouvre grand les portes de son univers gourmand. On le surnomme le Picasso de la pâtisserie ou encore le pape de la haute pâtisserie en France et partout dans le monde. C'est une star au Brésil. Pierre Hermé est un artiste et comme n'importe quel artiste, il a son atelier. Ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est l'atelier de création de la maison Pierre Hermé Paris. Il y a ici 3 pâtissiers qui travaillent avec moi sur la mise au point du produit et puis ensuite la diffusion du savoir-faire. Visite et immersion dans l'univers du prince du macaron. Le moins que l'on puisse dire, c'est que chez Pierre Hermé, on sait recevoir poussière dorée. On est dans un tourbillon doré. Chocolat à volonté. Ça mangeait. Ça mangeait. Ici, on mange tout le temps. Un petit bout de brownies. Et jeu de mots cacaotés. Chacun apporte son grain de sel et là de chocolat. Un chocolat à la Pierre Hermé sous les projecteurs de Sergio Coimbra. Je vous présente Sergio Coimbra, qui est photographe. Il travaille surtout sur des photos de produits alimentaires. C'est Sergio, donc, Sergio Coimbra qui fait toutes les photos d'un prochain livre autour du chocolat. Livre qui sortira en 2016. Démonstration, attention, âme gourmande, ne surtout pas s'abstenir. Sensation, c'est un dessert qui est contenu dans une boule de chocolat. Dans ce dessert, il y a du glacé, du croustillant, du fondant, du moelleux. Et puis, par-dessus, on verse une sauce au chocolat chaude qui fait fondre cette coque en chocolat. Ce dessert sensation a la particularité d'être basé sur un accord truffe noire et chocolat noir. Après l'effort, le réconfort. Tout ça pour dire qu'on ne fait pas que des desserts pour les photos, on les fait parce qu'ils sont mangeables. Direction l'atelier maintenant. On fait des essais pour un macaron, pour un client un peu particulier. Là, vous allez le faire, c'est ça?
Encore un peu? Encore un peu. Ah ouais, il faut qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. Après, il faut le faire tomber. C'est une espèce de poudre dorée alimentaire qui vient recouvrir le sucre. On est dans un tourbillon doré. Maintenant qu'on en a pris plein les yeux, place à la dégustation. C'est dans son bureau, sur un air de Sinatra, que Pierre Hermé goûte le fruit de son imagination. Là, je suis impatient parce que c'est vraiment une intuition que j'ai eue. Parce que l'association de l'amertume du jasmin et l'amertume de la fraise des bois. On a récupéré les akènes des fraises des bois. C'est bon, c'est évident le mariage. Je suis dans une période que j'appellerais jasmin parce que j'ai eu beaucoup d'idées autour du jasmin. Il y a 15 ans, je n'aimais pas le jasmin. Donc du coup, c'est tout un... J'ai appris à apprécier, à le découvrir, à l'apprivoiser. Et aujourd'hui, j'adore ça. J'aime vraiment le goût du jasmin. Là, c'est le premier essai de fraises des bois et jasmin, mais j'étais sûr du résultat, en fait. Intuitivement, je savais ce que ça allait procurer. En fait, je commence toujours par un dessin qui explique les proportions, une recette. Là, par exemple, c'est la compote de fraises des bois, parce que ça, c'est une recette nouvelle. La crème au jasmin, elle existe déjà, donc je la réécris pas sur la fiche. Il ne nous reste plus qu'à patienter une petite année pour pouvoir déguster ces macarons en boutique. Bonjour Pierre Hermé, merci de nous accueillir chez vous, dans votre lieu de création aujourd'hui. Bonjour Katharina. Je voudrais tout d'abord... Bienvenue. Merci. Je voudrais tout d'abord parler de vos débuts, notamment de votre concept. Vous étiez le premier à considérer un peu la pâtisserie comme de la haute couture, avec des vraies saisons, des collections, et en les dépouillant de tout superflu, à revenir vraiment à l'essentiel. Ça s'apparente à la haute couture, un peu la pâtisserie pour vous ? Alors en fait, il y a plusieurs questions dans la même question. Oui. En fait, j'ai eu cette idée des collections, ça date de 1987. Ça m'a permis à l'époque d'inscrire la création dans un rythme qui est celui naturel des saisons, mais en même temps de fixer comme ça des rendez-vous dans l'année. Et j'ai fait ça jusqu'en 2005. Puis après, je me suis aperçu que plein de gens s'étaient calqués sur ce rythme-là. Donc après, j'ai décidé de lancer les produits au fur et à mesure, sans vraiment, en tenant compte bien sûr toujours des saisons, mais sans vraiment formaliser collection printemps-été, automne-hiver. Et effectivement, lorsqu'on est dans ce rythme-là, on est dans celui de la couture et de la haute couture. Et lorsqu'avec Charles Nati, nous avons créé cette entreprise, notre volonté, ce n'était pas d'ouvrir une pâtisserie, c'était de créer une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est le fait que vous l'avez dépouillé, votre pâtisserie. Comme la haute couture, on dit que dans la haute couture, tout le monde dépouille au maximum pour revenir qu'à l'essentiel. En fait, l'essentiel, le goût. En fait, quand... il y a quelques années, on attachait beaucoup d'importance à tout ce qui était décoratif, les pièces en sucre, en chocolat. Et ça m'a amené à réfléchir en disant, moi, ce que je fais au quotidien, c'est de la pâtisserie, c'est du goût, c'est le goût. Et donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le goût. C'est ce que les gens viennent chercher, viennent manger. Dans le goût... Comment on dit souvent, more is less, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel. Chaque fois qu'on est tenté de rajouter quelque chose, parfois c'est trop. Donc l'idée, c'est de créer une harmonie, de créer un équilibre ou de magnifier une saveur. Et là, il est inutile de chercher à faire de l'effet. En fait, c'est d'aller à l'essentiel. Alors, parfois, les choses paraissent dépouillées, mais par exemple, dans un gâteau, moi, ce que je cherche, c'est juste d'avoir... de mettre en valeur le goût à travers l'apparence.
Cap sur le charme provençal de Cannes. Située à mi-chemin entre Monaco et Saint-Tropez. Une cité azurienne où, dans une même journée, on peut rallier mer, montagne et campagne. Vous serez séduit par les vieilles ruelles du Suquet, sa croisette, où s'entremêlent palaces et plages de sable fin, et bien encore d'autres curiosités. Et notre visite du Cannes Lifestyle débute de manière gourmande en plein cœur du centre-ville, rue d'Antibes, où nous sommes attirés par les pâtisseries alléchantes du créateur de goût Jean-Luc Pelé. Nous, dans notre boutique, on est spécialisé dans le macaron. On fait du macaron, de la pâtisserie et du chocolat. C'est nos trois produits. Et dans nos produits, on a une spécificité, c'est pas de beurre ou pratiquement pas de beurre et très peu de sucre. Donc plutôt des produits diététiques. L'art de vivre à Cannes a une importance primordiale à Cannes plus qu'ailleurs. On a l'impression de l'extérieur qu'il n'y a que l'apparence, mais les gens font vraiment attention au niveau gastronomie, au niveau déco, l'art de vivre, au niveau tendance. C'est vraiment hyper important ici. Et pour une autre bonne adresse gastronomique, direction maintenant Golfe-Juan, sur la route d'Antibes, à 5 minutes de Cannes. Du petit restaurant de pêcheurs à l'institution locale, vous êtes chez Nounou. On travaille essentiellement les produits de la mer, notamment les poissons, voilà. Donc on travaille tout ce qui est loup, beaucoup de produits de Méditerranée, chapon, petites dorades, petits rougets, quelques fruits de mer, notamment les huîtres. Et qui a dit qu'il fallait aller jusqu'à Marseille pour déguster une bonne bouillabaisse? Ici, on y faisait la bouillabaisse depuis ses débuts. On a gardé la tradition. C'est un plat, notamment de Marseille, qui a une petite histoire. On la retrouve au temps des Grecs. Voilà, c'était en fait tous les invendus de la pêche. Et ça a perduré. Alors évidemment, ça a beaucoup changé. Les produits sont assez différents, de plus belle qualité, avec des poissons plus nobles. Et c'est un plat vraiment typique de la Côte d'Azur. De retour dans le centre-ville, vous serez agréablement surpris par le concept store, la Villa Soleia. L'endroit idéal pour dénicher des idées cadeaux pour toute la famille. Alors ici, on se trouve dans une boutique avec comme thématique le Sud. Là, par exemple, on est dans l'univers de la déco, où on trouve des plaques, des jolis mots comme en bois, bonheur, sieste, rêve, en métal, pour embellir les murs. Et puis on arrive dans tout ce qui est textile, avec de jolies matières, agréables à porter quand on vit au soleil. Toujours des cotons, du lin. On a des eaux de toilette, des petits concentrés pour des brûle-parfums, toujours autour de la figue, la lavande, des fleurs d'oranger, des senteurs bien de chez nous, bien du sud. On a des huiles de massage, des savons de Marseille authentiques. Tout ce qui est fouta pour la plage, on retrouve toujours le fil conducteur du sud. Ah, le sud, son ambiance, son atmosphère, ses odeurs. Autre lieu phare du bien-être et de la décoration d'intérieur à Cannes, la boutique Black Card, créateur d'éphémères. Alors vous trouvez au sein d'une boutique de fleurs. Nous travaillons essentiellement au sein d'hôtels sur Cannes, mais également dans des villas. Donc nous sommes amenés à fleurir lors de l'arrivée de clients, leur maison. On fleurit beaucoup d'événements, mais nous avons travaillé lors de l'ouverture du festival sur la soirée d'inauguration. Nous avons fait la reproduction d'une scène du film de Gatsby le Magnifique. Voilà, la bobine du film touche à sa fin. C'est ainsi que se termine notre visite du Cannes Lifestyle sous le feu des projecteurs. Alors on va parler de ça. C'est une œuvre d'art. Alors c'est une tablette de chocolat qui s'appelle Exubérante. C'est le modèle initial. Et à l'intérieur de cette tablette qui a été créée par Béatrice Artus-Bertrand, il y a une coque en chocolat. Et puis à l'intérieur, il y a une ganache au chocolat noir. Il y a un praliné avec des morceaux de pâte sablée à l'intérieur, donc il y a un contraste de texture. Et ça se mange en coupant comme un gâteau quasiment.
Et c'est vraiment extrêmement délicat et subtil. Donc Pierre, vous êtes non seulement pâtissier mais chocolatier. Bien sûr que pour vous c'est logique, mais le grand public ne le sait peut-être pas forcément. Ah oui. Que le chocolat prend quand même une grande partie aussi de... Quand on apprend le métier de pâtissier, on apprend le métier de pâtissier, chocolatier, confiseur. Et pour moi, le chocolat est un territoire d'expression comme le sont les macarons, les gâteaux. C'est pareil, je poursuis une trace et il y a un style particulier avec des créations, parfois des réinterprétations de saveurs qu'on peut retrouver dans les gâteaux et puis des créations qui sont uniquement dans l'univers du chocolat. Pierre, il y a eu 2 hommes très importants dans votre vie, bien sûr votre père, mais aussi Gaston Lenôtre. Qu'est-ce que vous gardez d'eux? Mon père m'a donné envie de faire ce métier, ouais. Par la manière dont il le vivait, la manière dont il l'exerçait. Et chez Gaston Lenôtre, j'ai appris mon métier, j'ai appris ce que je sais aujourd'hui, les bases techniques, le sens de l'organisation pour produire de la qualité, la rigueur. Et ça reste mon référent, sur lequel je m'appuie lorsque j'ai besoin de revenir en arrière pour repartir en avant. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Et si vous, aujourd'hui, vous travaillez certainement avec beaucoup de jeunes, qu'est-ce que vous leur transmettez? Qu'est-ce qui est le plus important à leur dire? Ce que j'essaye de leur transmettre, c'est la passion du goût. Et ce que je leur dis toujours, c'est que dans l'apprentissage d'un métier, ce qui est important, c'est bien sûr d'en apprendre les techniques, mais, et puis le travail au quotidien dans un atelier, mais ça ne s'arrête pas là. L'apprentissage, ça continue lorsqu'on est chez soi, il faut être curieux, il faut apprendre à connaître les ingrédients, il faut apprendre à connaître l'histoire du métier, les gens qui ont fait le métier, ce que font les autres dans le métier. C'est ça aussi qui est extrêmement important dans la construction d'une connaissance et la capacité à ensuite se projeter et à acquérir son propre style. Merci Pierre. Merci. Retrouvez tout de suite la rubrique phare sur un objet mythique, mode, design ou gourmand, c'est notre focus. De la jupe d'écolière au foulard Hermès, en passant par le voile de tulle accessoirisé, le plissé est partout. Il est proposé sous différentes formes. Fantaisie, accordéon, plat et bien d'autres. Derrière ces formes se cache tout un savoir-faire français. Une technique qui se transmet de génération en génération au sein de la maison Lognon depuis 1850. Un héritage qui a bien failli se perdre à tout jamais. Monsieur Lognon n'avait pas de descendance. Donc il a un peu cassé l'histoire de cette famille de plisseurs et a donc vendu son savoir-faire et son atelier à Chanel. Aujourd'hui, la maison Lognon continue de donner des formes au tissu des grandes maisons de couture parisiennes. Les ateliers Lognon ont toujours travaillé avec tous les créateurs. Chanel, Dior, Givenchy, Hermès. Et attirent l'attention des jeunes créateurs. Les jeunes créateurs ont souvent une approche différente des grandes maisons de couture. Ils sont plus dans une recherche, un développement, réussir à conserver des techniques anciennes et qui ont fait leurs preuves, mais d'aller vers des matériaux nouveaux, vraiment vers de l'innovation et à défier un petit peu les lois du plissage. Plisser des matières vraiment plus technologiques, à base de métal, de polyuréthane, donc des matières plastiques qu'on ne croirait pas pouvoir chauffer. Et puis des jeux graphiques, arriver à des motifs beaucoup plus géométriques, plus contemporains, une nouvelle vision. Un challenge que la maison relève avec intérêt et brio. Les équipes sont jeunes, sportives, et avide d'apprendre ce métier. Le métier de plisseur, c'est un métier rare. C'est un métier qui ne s'apprend pas à l'école, il n'y a pas de formation. Donc c'est vraiment in situ, dans l'atelier, qu'on va apprendre le métier. Moi, je l'ai appris auprès de Monsieur Lognon, qui m'a transmis son savoir-faire avant de partir à la retraite. À mon tour, j'ai formé Raphaël, qui fait partie de notre équipe, et on forme des apprentis pour faire perdurer le métier et transmettre notre savoir-faire. Un métier qui demande
patience, la précision, la complicité, la sculpture et la surprise. La surprise parce on travaille en aveugle, donc on ne sait jamais si on a bien travaillé avant de démouler, avant la fin. L'outil principal de ces plisseurs haute couture, c'est le métier. Le métier, c'est ça, 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 des sortes de patrons, quoi. La première étape pour fabriquer un métier, c'est le rainage. L'idée ensuite, c'est de casser chaque trait dans le sens du pliage. Et ensuite, quand c'est fait, il faut monter tout le motif. Ça peut prendre un bon mois. Voilà, ça commence à donner ceci. Il faut qu'ensuite toute la planche soit faite pareil. Une fois le métier préparé, le plissage du tissu peut commencer. Place au balai du plisseur en tandem. La natation synchronisée à côté, c'est de la gnognotte. Repassage du tissu. On tend le métier au maximum. On pose le tissu sur le métier tendu. On recouvre le tissu de la deuxième couche de métier. Et on presse, on l'enroule comme un M et hop, au bouillon à 85 degrés. Résultat, une chose est sûre, la maison L'Oignon ne pliera pas face au temps et continuera de plisser des tissus pour notre plus grand plaisir. Bleu de Paname, c'est le nom de la marque que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Deux garçons très inspirés sont à la tête de cette ligne de vêtements 100% made in France. Bleu de Paname, c'est une marque 100% française créée par deux aficionados du streetwear. L'un est historien officieux de la basket. Je suis Thomas Giorgetti, cofondateur de la marque Bleu de Paname, créée en 2009. Et l'autre a fait ses armes chez Nike France. Donc Christophe Lépine, cofondateur également de la marque Bleu de Paname, fondée en 2009 avec Thomas Giorgetti. À deux, ils ont décidé de mettre les pieds dans le plat et de créer un label parisien fabriqué en France et au nom bien français. L'ADN de la marque provient beaucoup du vêtement de travail et des origines militaires de certains produits. Et dans le souci de détournement, le bleu de Paname, enfin le bleu de travail est devenu un peu bleu de Paname. Le succès est immédiat et la marque bleu, blanc, rouge. De bonne facture, homme, intemporel, Paris. / cocorico, / fier de l'être, / carton sur la planète mode. Son secret, elle est à la fois pointue et accessible. Si on analyse le logo, il s'agit de deux pieds de biche qui se croisent. Un pied de biche est fait pour travailler de manière honorable et aussi de travailler d'une manière un peu moins honorable, qui est plutôt portée sur l'ouverture d'une porte assez rapide, sans forcément avoir besoin d'une clé. Si on observe bien le logo, il y a trois petits points en dessous des pieds de biche. Et en gros, là, on fait référence aux prolos, aux bourgeois et aux voyous. C'est une façon de dire qu'on n'était pas élitiste pour un sou, mais qu'on accueillait tout le monde. Une marque qui s'adresse à tout le monde et qui dit aussi à la crise. On avait des valeurs à expliquer, des envies de montrer les choses aux gens qui n'étaient pas forcément vues, à savoir le Made in France ou des matières complètement disparues. On est arrivé avec du jean, des matières assez lourdes, qui étaient dédiées aux vêtements de travail ou à des vêtements militaires. Nous, on en a fait une force, et en plus de cette force, on l'a vraiment imposée comme une écriture, au point qu'on a été rechercher la veste de comptoir, qui est quand même la veste de travail des ouvriers français depuis des décennies et des décennies. Donc du coup, on a décidé, nous, de s'asseoir là-dessus et d'enfoncer le clou. La marque de fabrique de Bleu de Paname, c'est l'uniforme revisité. Ce produit est présent depuis le jour 1. On l'appelle la veste de comptoir. C'est une veste 3 poches qui est faite en moleskine, donc qui est vraiment un tissu historique français qui est tissé dans les Vosges. Clairement, le tissu déjà fait quelque chose de très important sur le produit puisque ce sont nos propres tissus. Ensuite, les techniques de couture aussi sont particulières. Et on y apporte aussi une petite touche au niveau du lavage. Ça permet de casser un peu la fibre et de commencer à raconter une histoire avec une patine pas non plus trop prononcée. Plus qu'une simple marque de fringues cool et authentique, Bleu de Paname, c'est aussi un concept pensé au détail près. Du vêtement au portant, en passant même par la déco. Bonjour testostérone. Mais du coup, il est hyper viril, le mec Bleu de Paname? Il est tout, le mec Bleu de Paname. C'est un mec cool. Il fait attention à la météo, il aime les matériaux nobles, donc du coup, il fait attention à son style, il fait attention à ce qu'il porte.
Et pour mieux comprendre le Made in France de Bleu de Paname, direction l'atelier parisien. Là-bas, on prend des mesures, on découpe des tissus épais à la scie électrique, on pose des rivets et on comprend l'inspiration des fondateurs de la marque. Ici, le processus de création se veut économique. On pense au tissu avant de définir le style. On essaye de ne pas être trop artiste non plus sur l'approche de nos produits, justement pour pouvoir avoir les pieds sur terre et surtout pour pouvoir produire ce que l'on propose. Bleu de Paname, une marque authentique, accessible et qui vous rend beau comme un camion de la tête aux pieds. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye! Bleu électrique.